Allez, aujourd'hui, on embarque pour un voyage un peu particulier. On va plonger dans les pages d'un roman de Jules Verne, Une ville flottante. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette histoire, elle n'est pas sortie de nulle part. Non, elle s'inspire d'un véritable monstre d'acier qui a bel et bien existé, le SS Great Eastern. On va voir comment la réalité peut dépasser la fiction, ou du moins l'inspirer de manière incroyable. Cette simple phrase, tirée du roman, c'est la clé de tout. Pour Jules Verne, ce n'est pas juste un bateau, c'est un monde en soi, un morceau de comté anglais, comme il dit, qui se détache pour flotter vers l'Amérique. C'est cette idée, cette vision qui transforme une simple traversée de l'Atlantique en une observation passionnante de la nature humaine. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, un seul chiffre suffit, 210 mètres. C'est difficile à imaginer, hein. Pensez à plus de 2 terrains de football mis bout à bout. Pour les Pops, c'était tout simplement le plus grand navire jamais construit. Un véritable géant qui faisait paraître tout le reste minuscule. Alors, pour comprendre la machine derrière le mythe, il faut d'abord se pencher un peu sur l'histoire de ce SS Great Eastern. Et on va voir que c'est une histoire aussi colossale et complexe que le navire lui-même. Ici, le concept vraiment crucial, c'est celui de microcosme. Pour Verne, le Great Eastern, ce n'est pas une affaire de mécanique ou de navigation. Non, c'est un navire qui transporte avec lui, je cite, « tous les instincts, tous les ridicules, toutes les passions des hommes ». C'est en fait un véritable théâtre flottant pour la comédie humaine. Faut savoir qu'avant le voyage que Verne nous raconte, ce navire a déjà eu plusieurs vies. C'est assez fou. D'abord, c'était un paquebot de luxe, mais un échec commercial. Ensuite, il a connu la gloire en posant le tout premier câble télégraphique transatlantique. Le voyage du roman, lui, il se déroule pendant sa 3e vie, celle de transporteur de touristes pour la fameuse exposition universelle de 1867 à Paris. Et voilà, le grand départ, le voyage commence. Mais dès les tout premiers instants, le ton est donné. On sent que la puissance impressionnante de la machine va se heurter de plein fouet à la fragilité de la vie humaine. Le départ est immédiatement entaché par un drame terrible. Au moment de lever l'ancre, la tension est tellement forte qu'un engrenage lâche. Le cabestan, cette machine immense, part en roue libre et se transforme en une arme mortelle. Les barres de manœuvre sont projetées violemment dans la foule de marins, tuant et blessant. C'est un rappel brutal que cette merveille technologique est aussi une force incroyablement dangereuse. Et c'est là, au milieu de cette tragédie, qu'on rencontre l'un des personnages les plus mémorables du livre. Avec une ironie absolument glaçante, le docteur Dean Pitferge commente la scène. Cette petite phrase, lâchée juste après l'accident mortel, nous présente un homme qui observe le monde avec un cynisme presque amusé. Ce qui nous amène justement à la vie à bord. On va laisser un peu les machines de côté pour se concentrer sur les passagers. C'est là que le concept de microcosme prend vraiment tout son sens. Et pour cette exploration, on a le guide parfait. Ce guide, c'est donc notre fameux docteur Dean Pitferge. Mais c'est bien plus qu'un simple médecin. C'est un observateur très fin de la nature humaine. Un philosophe qui adore, qui se délecte des excentricités de ses compagnons de voyage. C'est à travers son regard qu'on va découvrir la population si particulière de cette ville flottante. Cette phrase, elle illustre parfaitement l'esprit de Pitferge. En une seule remarque, il dresse un portrait satirique, mordant, des hommes d'affaires américains. C'est vif, c'est drôle, et ça donne immédiatement vie à ces personnages qui se promènent sur le pont. Et il continue comme ça avec d'autres portraits, comme celui de ce statisticien complètement obsessionnel. À travers ses yeux, le navire est peuplé d'originaux, chacun avec ses manies, ses obsessions. Bref, la traversée se transforme en une véritable comédie humaine. Mais l'ironie, elle ne s'arrête pas au personnage, elle touche le navire lui-même. Les prospectus promettaient une traversée tellement stable que le mal de mer y serait inconnu. La réalité, un roulis insupportable qui rend tout le monde malade, des passagers furieux de s'être fait avoir par la pub. Comme quoi, même un géant des mers a ses faiblesses. Bon, au-delà de l'observation sociale et de l'ironie, un drame beaucoup plus personnel est en train de se préparer. On entre maintenant au cœur de l'intrigue, là où la ville flottante va se transformer en une sorte d'arène, sans échappatoire. Au centre de ce drame, il y a un certain capitaine Fabien McKelvin. Le narrateur du livre, qui est un de ses amis, le retrouve à bord, mais il ne le reconnaît plus. Autrefois si joyeux, Fabien est maintenant un homme rongé par une secrète douleur, un mystère que personne n'arrive à percer. La question plane. Pourquoi cet homme, qui semble tout avoir, est-il si tourmenté ? Toute l'intrigue va nous pousser à vouloir découvrir la blessure cachée qui le dévore de l'intérieur. Et la réponse, c'est une histoire d'amour brisé, tout simplement. Fabien aimait une jeune femme, Hélène, mais le père de celle-ci, pour sauver ses affaires,
l'a forcé à se marier avec un autre homme. C'est l'histoire tragique d'un amour sacrifié sur l'autel de l'argent. Et le nom de cet autre homme, de ce rival? Harry Drake. Ce nom, il n'est pas inconnu. C'est justement l'homme à la réputation détestable que le docteur Pitferge nous a déjà décrit, ce joueur un peu trop bruyant croisé plus tôt sur le pont. Et là, c'est le coup de théâtre. Le narrateur réalise avec horreur que cet homme, Harry Drake, le rival que Fabienne n'a même jamais rencontré, est à bord, sur le même navire. Le microcosme devient soudain une cage, un piège qui vient de se refermer en plein milieu de l'océan. Le portrait de Drake n'est pas très flatteur, on peut le dire. C'est un aventurier sans scrupules, un homme dangereux, ruiné et prêt à tout pour refaire sa fortune. Il est l'exact opposé de Fabien, et surtout, il est le geôlier de la femme que Fabien aime. La confrontation semble inévitable. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. Dans une ville flottante de plusieurs milliers d'âmes, sur un navire aussi immense, est-ce que deux hommes, liés par une telle haine, peuvent vraiment s'éviter ? Ou est-ce qu'au contraire, cette ville flottante, ce monde clos, est justement conçu pour forcer les destins à se percuter, pour le meilleur ou pour le pire ?